Merci. Inspirer l'innovation sociale, c'est l'objectif de ces événements qui ont lieu quasiment toutes les semaines, qui sont gratuites, ouvertes à tous, qui ont pour objectif de nous faire se rencontrer autour donc, de cette idée de l'innovation sociale. Comment peut-on créer de nouveaux dispositifs, de nouvelles réponses à des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui, dans une approche éloignée des dysfonctionnements, notamment liés à la financiarisation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc nous sommes particulièrement, évidemment, aujourd'hui heureux d'accueillir notre invité qui vous sera présenté par Jean-Philippe Milesi, qui se présentera aussi comme un grand dans quelques instants. Merci Monsieur Jorion, en tout cas, beaucoup d'être là parmi nous. C'est important de pouvoir, dans les conférences, accueillir des auteurs qui, souvent, avant les autres, parce que c'est facile aujourd'hui de dénoncer la crise qu'on connaît, il y en a qui l'ont fait avant d'autres, donc autant leur donner la parole dans des événements comme les nôtres. Nos partenaires stratégiques sans qui ces événements n'existeraient pas, Accenture, Danone Communities, le Crédit Coopératif et la Ville de Paris, puisque nos événements sont très présents à Paris, même si on commence aussi à les développer un peu partout en France. Des partenaires médias également, Libération, L'Express, Radio Classique qui nous a fait ce matin, dans la rubrique de Christine Quentin, Social Echo, une très belle chronique sur les Hub Conférences, qui annonçait d'ailleurs la Hub Conférence de ce soir, qui parlait aussi de ce magazine qui est UpMag, que vous pouvez trouver, qui vous est offert, pour ceux qui ne l'ont pas eu, qui pourra vous être offert aussi à la fin de cette conférence, et qui permet de retrouver pas mal des intervenants qu'on présente dans nos web conférences. Juste un mot sur le groupe SOS que je représente. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, Nicolas Froissart. Donc le groupe SOS organise ces événements avec les partenaires que je vous ai présentés tout à l'heure. Il est logique pour un acteur qui a 30 ans cette année et qui depuis 1984 crée des dispositifs dans différents domaines, la santé, l'éducation, l'accompagnement du grand âge, les solidarités en général. Il est logique pour un acteur comme le groupe SOS de participer au débat public. Et ces événements ont cet objectif-là, de démontrer qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale, en tout cas des acteurs qui se concentrent avant tout sur la qualité du service rendu, ont des solutions à proposer, et qu'il serait intéressant de les écouter au plus haut lieu. Voilà, je crois avoir été assez complet. Je remercie l'équipe de Hub Conférence, William en tête, qui est là-bas, Simon également, les personnes du groupe SOS qui sont ici. J'ai oublié de dire, pour ceux qui tweetent, vous pouvez tweeter, il y a un hashtag qui est UpConf. Je remercie la Bellevilloise évidemment, sans qui cette conférence n'aurait pas lieu ce soir. Et puis, encore une fois, vous pourrez retrouver UpMag là-bas et les éditions Rue de l'Échiquier qui ont des très bons ouvrages, notamment un dont on va beaucoup parler ce soir, mais d'autres également. Et donc, merci aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux. Ça fait plaisir de voir que chaque semaine, des dizaines, voire des centaines de personnes se déplacent pour parler de sujets qui ne font pas toujours la une des médias, et c'est bien dommage. Merci d'être là. On remercie Jean-Philippe Milesi, qui connaît bien tous ces sujets, l'innovation sociale, l'économie sociale. Je vais le laisser se présenter, mais encore une fois, Jean-Philippe, un grand merci d'être ici, parce que ce n'est pas forcément une conférence facile à animer en plus. J'espère pour le mieux. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc je me présente en quelques mots. Je suis Jean-Philippe Milesi. J'anime une initiative qui s'appelle Rencontre sociale et qui travaille sur les liens entre l'économie sociale et le mouvement social et le mouvement syndical en particulier. Voilà, je suis militant d'économie sociale depuis plus de 30 ans. Partenaire du groupe SOS depuis plus de 20 ans, depuis près de 20 ans. Et je remercie aussi Nicolas de m'avoir donné la chance d'animer ce débat avec Paul Jorion.
On m'a prié de signaler donc qu'il y a la possibilité donc de rejoindre, de poser des questions par tweet, je ne revois plus là. Oui, tweeter sur hashtag HubConf ou le standard SMS en envoyant des questions par texto au 06 42 94 24 47. Voilà. Mais tout en précisant qu'il serait heureux de couper les sonneries des téléphones. Voilà. Donc je vais me permettre on m'a demandé de faire un portrait de notre invité et une introduction. J'ai mêlé un peu les deux. Et donc je vais essayer de brosser un portrait bien incomplet de Paul Jorion, tout en introduisant les thématiques qu'il aborde dans son livre Misère de la pensée économique, qui, comme on l'a dit, est à disposition. Voilà le lourd exercice qui me revient. Donc, anthropologue et sociologue, diplômé de l'Université libre de Bruxelles, vous avez, Paul Jorion, suivi des études de mathématiques et appliqué cet enseignement à vos pratiques tant en Afrique, où vous avez travaillé pour la FAO, qu'en Bretagne, où vous vous êtes penché sur la formation des prix dans les pêches de l'île de Watt. Puis vous versez dans le monde des affaires en devenant trader sur le marché des futures dans une banque française. Ouais, ça gêne. Avant de rejoindre le cœur du système, les États-Unis, où vous travaillez à des modèles tant pour les banques que pour l'établissement de crédit immobilier Countrywide, que l'on retrouvera en bonne place dans la crise des subprimes. C'est-à-dire, c'est ce que vous distingue de la grande masse des analystes du capitalisme financier, qu'ils soient critiques ou encore apologétiques, vous en connaissez les mécanismes de l'intérieur. En 2007, vous faites lanceur d'alerte dans un ouvrage intitulé La crise du capitalisme américain, que François Gèze, d'habitude plus faro, se croit obligé de précéder d'un trop prudent vers la crise du capitalisme. C'est Alain Caillé, le coupable. On va lui dire. Un an après la crise des subprimes et la déconfiture de la banque Lehman Brothers, un an après la crise des subprimes et la déconfiture de la banque Lehman Brothers vous donne raison, mais vous écoutons pour autant. Le monde financier est aveugle et sourd, et vous racontez dans Misère de la pensée économique comment un prix Nobel d'économie fut ainsi attribué au promoteur de modèles qui s'était avéré ouvertement foireux, si vous passez par là. Et les politiques et les médias, le plus souvent ignorants, c'est ce que l'on relit dans votre ouvrage, ont suivi les maîtres de la science économique en déroute tout aussi aveuglément. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans une situation où, au cœur de la crise, on place aux commandes de la Grèce, de l'Italie, des responsables de la banque Goldman Sachs, et où Mario Draghi, qui supervisa les malversations grecques de la banque, Goldman Sachs toujours, est toujours président de la Banque Centrale Européenne, tandis que l'Espagne de Mariano Rajoy s'est donné comme Premier ministre des Finances un dirigeant de la banque en faillite, Lehman Brothers. Alors vous continuez à vous faire le porteur de mauvaises nouvelles, n'hésitant pas à affirmer que, comme à Tchernobyl, le cœur du système a fondu. Et vous appelez un chat, et pour ceux qui voudraient goûter du plaisir d'écouter Paul Jorion, vous pouvez revoir à partir de son blog la matinale de France Culture, où vous vous insurgez contre la bien-pensance libérale de certains chroniqueurs. Dans Misère de la pensée économique, qui nous réunit ce soir autour de vous, vous avancez cependant des propositions concrètes, nous en discuterons. Vous récusez le Tina de Margaret Thatcher et vous proclamez « There's always an alternative ». À la lecture de l'analyse qui les précède, vos propositions paraissent évidentes, et nous vivons dans un monde profondément transformé par la révolution libérale initiée par la dite Maggie Thatcher et par Ronald Reagan. La doxa libérale s'impose, alors même que les économistes divergents, atterrés, voire prix Nobel, connaissant des succès de librairie, n'accèdent pas aux médias de large diffusion. Dans un entretien avec Thomas Piketty pour Mediapart, l'économiste américain auteur de Dette, David Graeber, insiste sur les 30 années d'une bataille idéologique intense de la part des libéraux qui semblent avoir anesthésié la société tout entière. Nous reviendrons sur ces questions et notamment sur celle de la démocratie économique, sociale et écologique que cette bataille idéologique semble avoir mis à mal. Voilà quelques petits mots qui, je crois, s'inscrivent dans le cadre de notre conférence. Je vais peut-être donner la parole, enfin,
laisser la place à un sondage qui a été effectué par le groupe SOS. Voilà. La reprise économique, une perspective. 13% disent qu'à court terme, notre modèle économique est solide et les voyants tournent au vert. C'est un optimisme affirmé. 17%, à moyen terme, l'économie repartira avec quelques correctifs apportés à notre modèle économique. 71%, à long terme, seule une refonte totale de notre modèle économique permettra une reprise. Alors peut-être la première question, parce que j'ai retrouvé ces trois interrogations avec une quatrième hypothèse qui est celle d'un total écroulement du système. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce premier sondage qui marque quand même une adhésion à des changements radicaux? J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui appartient aux 13% de la première catégorie. Je parlais ce matin, j'étais invité à m'adresser dans le cadre d'une réunion annuelle d'un cabinet juridique, le genre de choses qui a produit Madame Lagarde en son temps. Et je serais étonné si on avait trouvé même 13% quand même dans cette assemblée de directeurs financiers, de grosses entreprises, etc., de trouver 13% de gens optimistes à ce point-là. Donc, je suppose qu'il s'agit de gens qui ne sont absolument pas informés, qui ne sont pas sortis de chez eux depuis 2007. Qui ne vous ont pas lu. Comment? Qui ne vous ont pas lu. En plus qu'ils n'ont pas lu. Quoique, il y a quelques militants. Il y a, par exemple, si vous allez voir justement ces ouvrages, les ouvrages dont vous avez cité les noms de l'économiste atterré, de gens hétérodoxes, etc. Si vous allez voir les entrées sur Amazon, il y a une personne qui s'appelle Gus Ifan, dont je connais son vrai nom, mais qui va s'opposer systématiquement à leur position. Il fait partie de l'Institut von Mises, c'est-à-dire la personne qui, avec M. von Hayek, a produit le courant ultralibéral, qui a produit M. Milton Friedman, etc. Donc oui, il y a un petit groupe d'irréductibles qui nous disent que si tout va si mal, c'est parce qu'il y a encore trop d'États et qu'il faut éliminer le peu qui reste. Enfin, le peu qui ne s'est pas aligné sur la gestion de l'État, sur le modèle de la gestion de l'entreprise. Voilà. Alors, je vais jouer par un jeu de questions. Si allez-y. Vous m'en avez compris. La première question que je voudrais vous poser, c'est que le mot crise apparaît de plus en plus comme un mot magique qui couvre tout et n'importe quoi, et notamment le démantèlement de la démocratie sociale, voulu tant par le programme du Conseil national de la résistance, mais par l'esprit de Philadelphie, pour reprendre le titre de l'essai d'Alain Suppiot, à partir de la conférence de Roosevelt. Quelle est selon vous la réalité de cette crise? Quel est son moteur? Quelles sont ses perspectives? Globalement, on rentre peut-être dans des détails. Oui. J'ai l'impression qu'on est, ça c'était le thème de l'ouvrage d'une certaine manière, mise à la pensée économique. J'ai le sentiment que la stratégie, au sens biologique de notre espèce, est arrivée dans une voie de garage. Cette stratégie colonisatrice qui n'est pas propre à nous en tant que mammifères, c'est propre à beaucoup de rongeurs dans ce type de stratégie, c'est-à-dire notre survie est liée à la survie de l'espèce par un envahissement de son environnement et son exploitation jusqu'à son épuisement. Alors, soit cette stratégie réussit en général parce que, comment dire, ces espèces, par exemple le petit campagnol connu sous le nom de lemming, retrouvent par en masse, et puis au prix d'une grande déperdition de la population, on retrouve un autre environnement ailleurs, par exemple la population passe à un col de montagne et se retrouve dans une vallée qui n'avait pas encore été utilisée, exploitée. Le problème de notre espèce, c'est que nous avons envahi entièrement notre environnement et nous avons couvert la planète. Alors, il n'est pas étonnant que quand on fait un appel à des volontaires pour aller coloniser Mars, qu'on trouve maintenant un très grand nombre de volontaires, parce que c'est la réaction de notre type d'espèce, aller trouver un autre environnement ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène sur Mars, comme on le sait, mais je viens de mettre sur mon blog quelques paysages vraiment splendides qui encouragent vraiment à aller voir comment ça se passe là-bas. La difficulté, c'est donc que nous avons eu un comportement de, je dirais, notre espèce de terre brûlée, nous exploitons l'environnement, puis on arrive au bout. L'avantage quand même, et espérons que
ça puisse donner quelque chose, c'est que depuis que nous avons pris conscience de qui nous sommes, on a d'abord pris conscience du fait que nous étions mortels, puis de quel type d'espèce nous appartenons, nous avons quand même mis sur pied un certain nombre d'alternatives, de façons de faire autrement. Et ces alternatives ont été testées à différentes époques, à la Révolution française, durant le mouvement social connaît son âge d'or au début du 19e siècle sous le nom de révolution sociale, non pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays. Nous avons réfléchi à qui nous sommes, nous réfléchissons à des solutions à nos problèmes. La difficulté qu'on voit depuis 2007, quand cette crise est devenue véritablement aiguë, donc il y a accumulation, je dirais, différents types de crises, crise environnementale, crise de la finance dans son rôle dans l'économie, et crise de la complexité. J'insiste toujours là-dessus. La complexité de nos sociétés nous dépasse. Nous avons transmis un certain nombre de solutions à nos problèmes à des machines, qu'on appelle les ordinateurs, et nous perdons petit à petit le contrôle de ces ordinateurs. Il y a bien des gens qui écrivent des logiciels qui déterminent ce que les ordinateurs vont faire, mais nous laissons à ces ordinateurs un très grand nombre de degrés de liberté, comme disaient les mathématiciens, pour faire les choses comme ils l'entendent, et ils le font de plus en plus. Alors, je dirais que nous sommes un petit peu à bout de course dans cette direction-là. C'est déjà Platon, il y a très très longtemps, qui a dit il serait bien que vienne le moment où les gens qui réfléchissent puissent quand même, comment dire, imposer à l'espèce dans son ensemble des solutions qu'ils trouvent, et qu'elles ne soient pas entièrement ignorées par le politique. Il n'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ça, quand il parlait du philosophe comme conseiller du prince, c'est exactement de ça qu'il parle. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a pratiquement 24 siècles qu'il a dit ça, et qu'il ne s'est rien passé depuis dans ce domaine-là. Il ne s'est absolument rien passé depuis. Alors on peut se dire, si on est optimiste, le moment est venu, et maintenant ça va se passer. Et c'est pour ça que vous êtes tous là ce soir. Vous consacrez dans votre livre pas mal comme vous l'avez fait déjà dans cette première réponse, pas mal de réflexions sur la dimension écologique dans cet ouvrage. Est-ce que les mouvements qui se basent sur cette science économique que vous traitez de misérable, enfin qui apparaît misérable, et qui couvre jusqu'à présent les prédations, est-ce qu'elle est capable d'évoluer vers une prise en compte de ces questions écologiques, ou est-ce qu'on va dans ce domaine-là et sous l'impulsion de cette science économique droit dans le mur? Oui. Ben, il s'est passé une chose assez, je dirais, tragique à la fin du 19e siècle. Un savoir sur l'économie a commencé à être produit au XVIIIe siècle, essentiellement, avec des gens comme François Quesnay en France, Richard Cantillon en Bretagne, dont le nom indique qu'il avait une certaine ascendance française lui aussi, Adam Smith, qui devient le premier, je dirais, grand théoricien de l'économie. Et nous avons ce mouvement se poursuit d'une réflexion qui est issue de ce qu'on appelle à l'époque les sciences morales, qui est une réflexion sur qu'on appelle l'économie politique, c'est-à-dire on situe les problèmes de on n'envisage pas qu'on puisse examiner ces problèmes de l'économie en dehors d'un cadre politique. Et puis apparaît, encouragé par les milieux financiers, un autre type de réflexion économique à la fin du 19e siècle, qu'on appellera science économique. Et il y a je dirais, l'accent se déplace dans cette nouvelle réflexion de groupes en interaction à l'intérieur de nos sociétés, qu'on appelle les classes, les États. Un vieux mot qu'on utilise beaucoup au XIXe siècle, c'est les conditions également, qui sont en interaction à l'intérieur de cette machine économique. Et à la fin du XIXe siècle, apparaît simultanément dans trois pays, en France avec Walras, en Autriche avec Menger et en Grande-Bretagne avec Stanley Jevons, un autre type de réflexion encouragé par les milieux financiers, où on met entre parenthèses l'existence des classes sociales, on va plus s'intéresser qu'à l'individu. Il va devenir indifférent qu'un individu soit chef d'entreprise ou prolétaire. Il est un homo economicus qui maximise l'utilité vis-à-vis de lui-même de choix auxquels il est confronté. Et à ce moment-là, on met entre parenthèses
certaines questions qui étaient essentielles à la réflexion économique. Les tensions entre ces groupes en particulier et la propriété privée. À partir de 1870, disparaissent des traités d'économie, de sciences économiques, toute réflexion sur la propriété privée qui avait été considérée centrale dans toute la réflexion qui avait conduit jusque-là. Et donc, on a, se constituant, je dirais, en silo, différentes sous-spécialisations de cette science économique, financées au niveau non seulement des facultés, mais c'est davantage le cas, bien entendu, dans les pays où les universités sont privées essentiellement, mais surtout dans les écoles de commerce, un autre type de pensée. Type de pensée qui produit un vocabulaire, un discours que peuvent utiliser les gens qui appartiennent à la finance dans leur discours vis-à-vis du politique. On met entre parenthèses un si grand nombre de questions importantes qu'on en arrive à la situation de 2007, c'est-à-dire que les économistes dans leur quasi-totalité ne voient pas arriver cette vague déferlante qui est la crise qui se prépare. Non seulement ça, au moment où la crise apparaît, où elle se déclare, n'ont rien à proposer comme solution. Cette science économique s'est déconnectée à ce point de la réalité économique qu'elle n'a pas grand-chose à produire. Et vous avez fait allusion dans votre présentation au fait qu'on peut arriver à des situations aussi paradoxales que quelqu'un peut produire un modèle dont il sait qu'il est faux et obtenir un prix Nobel d'économie quand même, et que ce modèle soit utilisé de manière systématique. Et pour ajouter encore autre chose, que ce prix Nobel d'économie devient dirigeant d'un grand hedge fund qui provoque la première immense crise financière en 1987. Je veux dire, pas la première crise financière qui n'ait jamais existé, mais du modèle de celle que nous connaissons maintenant. Puis vous parlez aussi d'une grosse bourde dans la gestion, je crois que c'est dans le Contrail, et il y a une auditeuse d'un grand cabinet qui vous dit mais c'est pas grave parce que tout le monde connaissant comme étant la même erreur, nous nous trouvons devant une situation de concurrence non faussée. Oui, ça c'est très amusant. C'est-à-dire que, comment dire, la séparation entre la réalité et ce qu'il faudrait comprendre devient telle que la confusion est totale. Dans le cas de ce modèle de M. Black and Scholes, attendez, c'est pas... Je parlais de... J'ai été distrait par des gens qui entraînent, je suis désolé. On parlait du modèle qui est... Ah oui, non, de cette dame et de la confusion qui est faite. Oui. Il se passe la chose suivante. Ah oui, non, je voulais dire sur le modèle de Black and Scholes. Pour ceux qui ont une toute petite, je dirais, compréhension des mécanismes mathématiques, dans la formule de Black and Scholes, il y a une variable qui est ce qu'on appelle une variable d'état et une variable qui est une variable d'ajustement. La variable d'état, c'est quelque chose que l'on constate dans la réalité empirique. Dans ce modèle de Black and Scholes, comme la variable d'état ne marche pas, on la remplace par une variable d'ajustement, une variable de contrôle. Mais ce que cette dame la confusion qu'elle avait faite, c'est très intéressant. C'est la chose suivante, c'est que donc on parle d'un modèle de gestion du risque. C'est un modèle de gestion du risque. Donc c'est très important, c'est maintenant que c'est très important, on l'a vu depuis 2007. Il faut savoir évaluer le risque que l'on court. Pourquoi? Parce que si le risque est excessif, on tombe sous le seuil de solvabilité de l'entreprise, et par conséquent l'entreprise disparaît, ses employés doivent trouver du travail ailleurs, etc. Et donc, nous avons un modèle de gestion du risque dont je sais qu'il est faux. Je pose la question à cette dame qui fait partie d'un de ces grands cabinets d'audit, KPMG, Arthur Andersen devenu Accenture, qui nous invite ce soir. Deloitte et Touche, PricewaterhouseCoopers, etc. Et cette dame fait son enquête à propos donc de la fausseté de notre modèle, c'est-à-dire qui nous empêche de savoir quel est le risque que nous courons. Et elle revient avec cette réponse en disant ce n'est pas gênant parce que tout le monde utilise ce modèle faux et par conséquent la concurrence n'est pas faussée. La question de la concurrence faussée ou non, c'est un tout autre problème.
Et on voit bien que le fait que dans ce cas-là, le fait que la concurrence soit parfaite ou non, qui est une obsession dans ces milieux économiques, n'a pas d'impact sur le vrai problème, qui est de savoir qu'on utilise un modèle de gestion du risque qui, lui, est faux. Voilà, c'est l'exemple, effectivement, que vous mentionnez là. Ce qui montre, je dirais, la confusion totale, c'est que donc, ces modèles sont utilisés sans qu'il y ait la moindre compréhension de quoi ça parle. Pourquoi? Parce que dans une tentative, je dirais, dévoyée de mimer la rigueur scientifique et celle de la physique, par exemple, parce qu'à ce tournant de la fin du XIXe siècle, on utilise de manière massive le calcul différentiel pour calculer les taux à la marge, que dans cette mathématisation tout à fait excessive, on essaie de quantifier absolument tout, la complexité de ces modèles font que plus personne ne comprend comment ça marche et que des bourdes de ce type-là peuvent être produites, je dirais, à longueur de journée. Pourquoi? Parce que le modèle est beaucoup trop complexe, pas complexe, mais beaucoup trop compliqué par rapport à la réalité dont il s'agirait de rendre compte. Oui, il y a un autre exemple qui me paraît assez frappant dans l'analyse que vous faites de la crise de 2007 et 2008. C'est le fait que tous ces titres, cette titrisation des subprimes a été destinée à être dispersée dans le grand public, auquel cas on se souciait peu de ce qui pouvait arriver aux petits épargnants y plaçant, mais que les banques s'en sont emparées et les ont conservées par devers elles, en espérant des profits juteux, et c'est ce qui a sans doute provoqué le séisme dans notre système bancaire. Ça paraît très bête. Oui. Moi j'avais espéré, vous avez parlé de ce livre qui est paru en 2007 où j'annonçais la crise. En fait, le manuscrit était terminé en 2005. Il a fallu 2 ans pour convaincre un éditeur de le produire. Et donc, j'espérais que ce que j'expliquais là allait se répandre dans la représentation qu'on aurait de la crise des subprimes. Or, ce n'a pas été le cas. Des analyses extrêmement simplistes de ce qui s'est passé, du genre de dire c'est évident, puisqu'on prête de l'argent à des gens qui ne pourront pas rembourser, donc un problème se poserait nécessairement. Mais ça, je veux dire, c'est vraiment mettre entre parenthèses le fait que dans ces équipes de gestion de risque, dans ces grosses banques, c'était des docteurs en physique, c'était des docteurs en mathématiques, c'était des gens qui avaient une compréhension des problèmes. Si la question avait été simplement qu'on prêtait de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, je dirais la plupart d'entre nous l'auraient vu. C'est plus compliqué que cela. Mais l'aspect sur lequel vous attirez l'attention est intéressant, c'est qu'effectivement, parmi les erreurs qui ont été faites, et ça c'est une erreur, je dirais, il y en a très peu, une erreur de bonne foi, On s'est dit avec la titrisation de ces prêts au logement, mortgage en anglais, de ces prêts au logement attribués à des gens dont les moyens étaient relativement limités, mais le fait est qu'ils pouvaient rembourser. Dans la situation de bulle de l'immobilier qui se développait, ils n'étaient pas en position de ne pas pouvoir rembourser. Mais ce qui s'est fait, c'est qu'on s'est représenté ce processus de titrisation comme un processus de dispersion du risque. Et M. Greenspan, à la tête de la Federal Reserve, à l'époque, la Banque centrale américaine, a fait plusieurs discours en disant que le risque se disperse. Et on a même imaginé, pour utiliser l'expression qu'on utilise en français, que la veuve de Carpentras serait la victime peut-être de ce genre de choses. Mais, voilà, exactement, parce que la veuve de Carpentras quand même. Voilà. Que le risque allait être dispersé à ce point-là, qu'on allait faire de tas de gens, de petits épargnants, on allait faire d'eux des assureurs à petite échelle, et voilà, bon, ils ne pourraient pas comment dire, ils devraient encaisser le risque, mais que ce risque ne serait pas concentré. Or, ce qui s'est passé, c'est que grâce à des méthodes mathématiques qui, elles, ont une certaine validité, il faut le dire, on a pu agréger un grand nombre de ces prêts individuels. D'habitude, dans une de ces applications qu'on créait comme ça, c'était entre 3000 et 6000 qu'on agrégeait. On a pu mettre ensemble donc, un grand nombre de prêts individuels en
en les protégeant contre le risque, c'est-à-dire en créant des fonds de réserve importants et des mécanismes de circulation des flux qui faisaient que on pouvait protéger un certain nombre de ces titres de telle manière que les sommes empruntées seraient remboursées, seraient véritablement remboursées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, en fait, ce risque avait été mal calculé, mais la manière dont on avait protégé contre le risque faisait qu'on avait, pour utiliser ces notations triple A, etc., on pouvait attribuer à certains de ces titres une notation triple A, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque en réalité de non-remboursement, associé à un taux d'intérêt très élevé. Pourquoi? Parce que les emprunteurs individuels, les emprunteurs subprime, on leur exigeait à eux un taux très important. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prime de risque importante dans le taux qu'on leur attribuait. Je dirais quelqu'un qui... les Américains utilisent une échelle très compliquée qu'on appelle la cote FICO. Mais si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un médecin avec de très bons revenus, pour le même prêt, on vous demanderait de, je ne sais pas, de 2,5. Mais si vous êtes un immigrant mexicain jardinier, on vous demande du 7,5. Et dans ces titres qu'on avait constitués, ces 7,5% se retrouvaient là. Et donc les banques ont vu arriver des produits financiers, qui étaient en fait des emprunts, et les ont vus avec des taux très élevés, un très bon rendement, une garantie triple A, c'est-à-dire pas de risque, et elles ne les ont pas vendues à quiconque, elles les ont gardées pour elles-mêmes. Et c'est-à-dire donc, au moment où la crise démarre, on s'aperçoit soudain que le risque est concentré, par exemple, dans des grandes banques allemandes ou françaises. Ce à quoi personne n'avait pensé. Mais là, je dirais que c'était une erreur de bonne foi, parce qu'on aurait pu imaginer effectivement qu'il y aurait eu une dispersion. On n'a pas pensé que, je dirais, devant cette caverne d'Ali Baba d'un taux très élevé avec un risque pratiquement nul, selon la manière dont c'était présenté, que les banques allaient en fait empêcher toute dispersion du risque. Non pas qu'il n'y aurait pas eu de catastrophe autrement, mais ce qui s'est passé, le déclencheur de la crise, et donc on se retrouve au mois d'août 2007 dans une situation où les banques refusent de traiter les unes vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que chacune soupçonne toutes les autres d'avoir un portefeuille immense de subprime qui la rend en réalité insolvable. Et donc la crise d'août 2007, qui elle engendrera tous les problèmes de 2008, c'est parce que l'argent ne circule plus entre les banques. Or là, en temps normal, des prêts très importants sont consentis par les banques entre elles. Et tout s'arrête donc en août 2007. Et la première victime sera donc Bear Stearns en mars 2008. La suivante sera Lehman Brothers et Merrill Lynch le même jour en septembre 2008. Il y a un autre chiffre, qui m'a frappé dans votre ouvrage. C'est que vous citez un économiste allemand, Helmut Kreutz, qui affirme que les intérêts, donc les frais financiers cumulés, représentent jusqu'à 40% des prix à la consommation. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation... et vous dites aussi que vous indiquez que les couches les moins favorisées, et j'ajouterais les couches moyennes en voie de prolétarisation, sont amenés à consommer jusqu'à 120% de leurs revenus, c'est-à-dire sont en train de s'inscrire dans le même piège infernal du crédit, et on continue à fonder une économie, y compris auprès de populations très nombreuses, sur un cycle totalement insensé de crédit. Oui. Oui, c'est-à-dire, c'est un petit peu, je crois, l'originalité de mon ouvrage précédent, qui s'appelle Le capitalisme à l'agonie, d'avoir donné une définition du capital et du capitalisme qui est différente de celle qu'on trouve d'habitude. J'ai souligné le fait que le capital, ce n'est pas une somme d'argent en soi, comme la plupart des économistes l'ont défini jusqu'ici, qu'il s'agisse de Marx pour dire qu'en fait il y a une illusion qu'il appelle le fétichisme autour de ce capital qui grossirait par des moyens naturels.
qu'en réalité c'est du travail qui est produit, qui va faire grossir ce capital. Et j'ai insisté sur le fait que le capital, en fait, c'est une somme d'argent ou des biens qui sont mis à disposition et qui se caractérisent par le fait qu'ils manquent à l'endroit où ils sont nécessaires, sans quoi ce n'est pas un capital. Et nous vivons donc dans une société où l'argent manque de plus en plus à l'endroit où il est nécessaire, et nous avons instauré ce système qui consiste à récompenser celui qui s'est départi d'un capital pendant un certain temps en lui payant des intérêts. Alors, il y a un certain type de situation où le paiement de ces intérêts, je dirais, n'est pas problématique en soi. C'est par exemple une entreprise qui va générer une marchandise, et il va y avoir ce qu'on appelle plus-value ou surplus ou valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'entre tous les coûts qui ont été mobilisés pour produire cette marchandise et le prix auquel on va vendre, eh bien, il y a une différence. Il y a une différence. On vend plus cher que l'ensemble des coûts. Et donc, on va se partager entre soi, d'une certaine manière, la question se pose, d'une certaine manière, on va partager cet argent qu'il y a en plus. Rappelez-moi la question. Oui, c'était sur l'intégration jusqu'à 40%. Oui, les 40% de taux d'intérêt. L'aspect sur lequel je voulais insister, c'est donc la chose suivante. C'est que quand il s'agit d'une entreprise et qu'un surplus a été créé, le paiement des intérêts à celui qui s'est départi de son capital pendant un certain temps ne pose pas de problème, parce qu'une somme a été produite qui va peut être utilisée pour augmenter les salaires des dirigeants de l'entreprise, mais qui peut être utilisée aussi à payer les intérêts de ceux qui ont prêté de l'argent. Or, dans nos sociétés, on ne prête pas uniquement dans des conditions de ce type-là. Le prêt à la consommation, ce sont des sommes importantes qui sont allouées à des ménages, mais qui ne produisent pas un surplus. Le salaire en soi n'est pas un surplus, c'est un paiement qui est fait pour un travail qui a été produit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a prêt à la consommation, crédit à la consommation? C'est parce que les sommes manquent pour acheter une voiture dans l'immédiat, pour acheter une maison, et comme vous le savez, le prix des maisons au fil des générations a augmenté de manière considérable. Il y avait une époque pas si lointaine où 5 ans de salaire d'une famille lui permettait d'acheter une maison. On était très 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 loin de là. Et donc on a des situations maintenant où il faut payer des intérêts, mais il n'y a pas de nouvelle richesse créée pour payer ces intérêts. Ces intérêts sont payés simplement sur une hypothèque des salaires à venir. Et il est intéressant de savoir, on connaît ce mot de l'usure, et l'usure, nous imaginons en général, parce que ça a été défini de cette manière-là dans la loi chez nous, que l'usure, c'est simplement un taux d'intérêt excessif. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'usure, c'était le crédit à la consommation. C'était interdit par l'Église. Si on prêtait à quelqu'un parce qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir consommer à l'intérieur de son ménage, on n'avait pas le droit de lui demander un intérêt. Cette distinction était comprise. Dans les situations où nous sommes, où va-t-on trouver donc l'intérêt qui doit être payé dans le cadre du crédit à la consommation? On ne peut pas. On hypothèque de plus en plus des salaires. Et vous avez vu, à la fin de la crise, comment va-t-on relancer la consommation des ménages dans des situations où il n'y a pas assez de pouvoir d'achat? Eh bien, on va favoriser le retour au crédit de la consommation et les banques, il faut que les banques nous aident, etc. Sans voir qu'une situation où on demande aux gens d'hypothéquer de plus en plus leur salaire, il n'y a pas de solution. Il y viendra un jour où il y a un défaut. D'où viendrait la solution? Elle n'existe pas. Et nous sommes dans une situation où, effectivement, les intérêts doivent être payés, comme le capital est de plus en plus présent, c'est-à-dire que l'argent nécessaire manque de plus en plus à l'endroit où il est nécessaire, les sommes qui sont comprises dans le prix des marchandises augmentent, effectivement. Et on arrive donc à ces 40% que ce monsieur Helmut Kreutz avait calculé pour l'Allemagne à la fin du 19e siècle. Il faut savoir aussi que la production de richesses nouvelles pour payer des intérêts n'est pas comptabilisée dans notre produit intérieur brut en termes de destruction de l'environnement. Nous utilisons comme une aubaine le fait que la terre est là et qu'on peut aller creuser, de sortir des choses, etc., sans tenir compte du fait que
notre stratégie colonisatrice arrivera un jour à sa fin par épuisement de l'environnement autour de nous. Vous évoquez aussi, vous employez plutôt que le mot spéculation, le mot pari, pour refaire le lien avec l'interdiction des paris qui régnaient en France jusqu'à 1885, c'est ce que j'ai pu avoir lu. La part de cette spéculation, quand même, prend des proportions. Je me souviens dans une conférence d'avoir vu un graphique de Bernard Liétard, ancien dirigeant de la Banque centrale de Belgique, montrant le montant des transactions financières et le montant par rapport au montant de l'économie réelle basée sur des biens tangibles et des services. Et finalement, la part assise sur l'économie réelle et sur les services, c'était un peu l'épaisseur du trait par rapport à... Est-ce qu'on n'est pas dans cette... Vous employez ce mot pari, beaucoup de gens emploient le mot économie de casino. Est-ce que ce modèle-là est soutenable économiquement, comme vous venez de le dire, le modèle n'est pas soutenable écologiquement. Oui, oui. Ben, j'ai travaillé donc 18 ans dans le monde financier et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça puisse marcher? Et j'étais entouré de gens qui disaient il faut interdire tel type d'instruments financiers, etc. Et je me disais non, chacun de ces instruments financiers qui ont été inventés a un but bien particulier qui peut être utile dans un certain type de contexte. Et finalement, faisant la liste, je dirais, des choses qui ne marchent pas, je suis retombé simplement sur la définition de la spéculation. Et la spéculation, beaucoup de gens disent aujourd'hui, ça a toujours existé, on ne sait pas comment il faudrait le définir, si on voulait interdire, bien, ce serait très dommageable finalement pour l'économie. Et tout ça, bon, il y a quelqu'un qui me demande récemment, est-ce que ce ne serait pas utopique d'interdire la spéculation? Et je dis, est-ce qu'on peut appeler utopique quelque chose qui a existé jusqu'en 1885? Non, parce qu'en général, quand on dit utopique, ça veut dire que c'est quelque chose d'irréalisable. Non, l'interdiction de la spéculation a existé en France jusqu'en 1885, en Belgique jusqu'en 1867, en Suisse c'est encore une autre date, etc. C'est-à-dire que cette conscience que la spéculation est quelque chose d'extrêmement dangereux, d'extrêmement destructeur, elle a existé depuis très longtemps. C'est François Ier qui fait le premier édit dans cette direction. Napoléon est un adversaire farouche de la spéculation. Il refuse, on a des comptes rendus de certaines discussions qu'il a avec certains de ses ministres de Finances en particulier. Il rejette absolument cette idée. Il a le sentiment instinctif qu'il ne faut pas autoriser ça. Il a absolument raison. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est très intéressant parce que c'est si on veut, c'est une coïncidence, mais je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je crois que c'est au contraire, c'est extrêmement révélateur. C'est donc que ce capitalisme, nous le connaissons, il fonctionne très très bien. Pendant la première partie du 19e siècle, il a des crises, mais je veux dire, c'est véritablement son âge d'or. Et puis, à la fin du siècle, et en France, cette date est très intéressante, c'est la personne qui pousse à l'abrogation des lois sur l'interdiction de la spéculation, c'est Jules Ferry qui est Premier ministre. Et je tombe l'autre jour sur le fait que c'est en 1885 également qu'il lance l'entreprise coloniale française. Et en fait, le lien il est évident. On ne pouvait pas se permettre dans le capitalisme tel qu'il existait la spéculation à cette époque-là s'il n'y avait pas eu une exploitation du monde étendue, je dirais, à l'ensemble de ces continents qui étaient vierge, non pas de population, mais vierge d'exploitation, tel que ce monde capitaliste voulait le faire. Alors nous arrivons un peu à la fin de cette exploitation. Nous arrivons au pic pétrolier, nous avons utilisé, il y a certaines terres rares que nous arrivons aux limites, etc. Mais on ne se rend pas compte que la spéculation, pour pouvoir être soutenable, avait besoin de cette exploitation, je dirais, effrénée et hontée du monde. Et dans un monde où ce n'est plus possible, on la laisse tranquille, ne s'apercevant pas qu'elle est en train absolument de tuer la bête, et que ce serait une des mesures, je dirais, très importantes qui permettrait, je dirais, de freiner la destruction du monde, que de revenir à cette interdiction de la spéculation, qui n'est donc pas utopique du tout, puisqu'elle a existé pour les siècles des siècles.
Mais on nous dit, et vous verrez l'argument, oui, mais la spéculation est très importante pour la liquidité des marchés. Bon, alors je crois que, je ne sais plus si dans ce livre-là ou dans le précédent, mais j'ai fait sauter cet argument d'une stupidité effroyable. Tout le monde sait ce qu'est un prix spéculatif. Un prix spéculatif, c'est un prix qui n'a aucun rapport avec la rencontre de l'offre et de la demande. Tout le monde sait ce que c'est un prix spéculatif. C'est un prix qui n'a aucun rapport avec la marchandise elle-même. Mais il se fait malheureusement que la catégorie de prix spéculatif et la catégorie même de spéculation n'existe pas dans la science économique. Le spéculateur n'existe pas, c'est un homme rationnel comme tous les autres. Et quand on demande à M. Blackfein, à la tête de Goldman Sachs, s'il ne faudrait pas mettre un petit frein à cette spéculation, du moment où je suis un market maker, je fais simplement rencontrer des gens qui veulent vendre quelque chose avec des gens qui veulent en acheter. Et il y a une sénatrice américaine à ce moment-là qui lui dit vous vivez dans un monde qui est différent de celui de nous tous ici devant vous. Et elle a absolument raison. Le problème, c'est que, comme on l'entend ces jours-ci, le rapport de force, il est en faveur des gens qui disent des choses qui n'ont pas de sens. C'est M. Henry Calder, ministre de la Justice, Attorney General, qui l'a dit l'autre jour quand on lui posait, c'était quoi, en 2011, quand on lui a demandé pourquoi on n'inculpait pas un certain nombre de responsables financiers. Le rapport de force, à nous, ministère de la Justice, n'est pas favorable par rapport aux gens qui s'occupent de l'économie, parce qu'on nous dit que si on inculpait des banquiers, ce serait très très mauvais, ou même très dangereux pour l'économie. Cette manne spéculative est très largement confisquée par un nombre de plus en plus réduit de personnes sur la surface de la Terre. Est-ce que cette concentration, cette hyper-concentration de la richesse et ce développement insensé des inégalités, je sais bien que l'on dit que la pauvreté a beaucoup baissé puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui sont au-dessus, de moins en moins de personnes qui sont en dessous de $1, mais beaucoup plus de personnes qui sont entre 1 et $2. Donc si c'est ça l'abrogation de la pauvreté, il faut quand même essayer de nous expliquer. Est-ce que cette hyperconcentration n'est pas aussi une limite et n'est-elle pas corrélée j'allais dire, à ce dédain qu'ont une partie des grands libéraux pour la démocratie? On a cité Friedrich von Hayek tout à l'heure. Il écrit, je l'ai relevé, je le mets souvent dans des articles que je peux être amené à écrire, entre un dictateur libéral et un démocrate non libéral, je préférerais toujours le dictateur libéral. Milton Friedman, qui s'installe au Chili dans les bagages d'Augusto Pinochet, avec les encouragements de Margaret Thatcher. On connaît les restrictions à la démocratie anglaise qu'elle a portées. Est-ce que le modèle de l'oligarchie qui s'installe, ce n'est pas une dictature tempérée? Oui, enfin moi je l'appelle ces gens-là fascistes en col blanc. Alors on attire l'attention sur le fait qu'il y a des aspects qui distinguent leur pensée du fascisme proprement dit. Mais j'aimerais bien quand même un jour me retrouver en face des gens qui distribuent les prix Nobel d'économie, non pas pour en recevoir un, mais pour leur poser la question pourquoi ont-ils attribué des prix Nobel d'économie à des gens qui s'affirmaient, je dirais, devant la presse, comme étant les adversaires de la démocratie, serait quand même, je pense que c'était quand même une condition pour réfléchir à deux fois, à leur donner une médaille de ce type-là. Mais ces gens-là étaient les grands inspirateurs de la politique, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Milton Friedman a vendu un livre à 1 million d'exemplaires. Ces gens sont encore présentés aujourd'hui, non pas comme des ennemis de la démocratie, mais comme les grands inspirateurs de la pensée économique actuelle. Ils inspirent comment ça s'appelle, le pacte de... Non, le pacte que M. Hollande vient de responsabilité. Le pacte de responsabilité est inspiré de cette pensée qui... Bon, moi on ne l'appelle peut-être pas fascisme, mais enfin c'est quand même une pensée carrément d'extrême droite.
carrément d'extrême droite, parce qu'elle favorise la venue au pouvoir d'une aristocratie de l'argent. Et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est M. Hayek lui-même dans ses livres. Les chiffres qui circulent en ce moment, il y en a un qui a été publié par Oxfam dans un rapport de la semaine dernière. Les 85 individus les plus riches sur la planète se partagent le même patrimoine qu'une moitié de l'humanité, 3,5 milliards de personnes. Imagine-t-on vraiment qu'un système économique peut fonctionner longtemps sur des bases de ce type-là? Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, mais lui pas tout à fait du même courant que Hayek ou Friedman, donnait un chiffre l'autre jour devant une salle, c'était lors de la déposition du rapport sur l'économie positive au Havre. Il pose la question à la salle. En 2010, quelle est la part de la richesse créée qui est revenue au 1% au sommet de la société américaine? Alors, je disais 75%, 90%, enfin, ils étaient très pessimistes. Mais le chiffre qu'il a donné à ce moment-là, c'était 110%. C'est-à-dire qu'il y a encore 10% quand on allait prendre à l'autre partie de la population qui en disposait. C'est-à-dire que non seulement ces gens s'enrichissent encore, qu'il y a une accélération de la concentration de la richesse, mais qu'il y a une part de plus en plus de prédation sur l'autre partie de la population. Alors, pourquoi est-ce que les choses sont si différentes maintenant qu'en 1929? Si vous regardez la concentration de la richesse en 1929, au moment où la crise qui conduira à la Grande Dépression éclate, vous voyez que la concentration de la richesse est montée jusqu'en 1929, mais elle est descendue dans la période qui a suivi. Et elle n'est remontée à son niveau de 1929 que dans les années 1960. Mais ce qui s'est passé à la suite de notre crise récente, de 2008, c'est que la concentration de la richesse a accéléré après 2008. Alors on peut se demander pourquoi, mais la réponse, nous la connaissons, c'est que les États sont intervenus non seulement pour compenser les pertes véritablement économiques qui ont eu lieu à l'occasion de cette crise, mais les États ont aussi remboursé, rubis sur l'ongle, toutes les pertes qui avaient été encourues du fait de la spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, cette prédation qui avait eu lieu dans la période précédente, les pertes qui ont été encourues, c'est le contribuable qui les a remboursées. Un exemple, c'est donc dans la semaine qui suit la faillite de Lehman Brothers, il y a deux grands événements qui précipitent la crise. Là, c'est l'explosion de ce qu'on appelle le money market, c'est-à-dire le marché des capitaux à très court terme, de moins d'un an, et aussi la faillite de la compagnie AIG, la plus grande compagnie d'assurance au monde, compagnie américaine, qui avait distribué, qui avait contracté avec des gens une protection sur les, qu'on appelle le CDS, Country Credit Default Swap, qui est une sorte d'assurance sur les pertes que les gens peuvent encourir sur des obligations, sur des instruments de dette. Le fait qu'on ne leur payera pas les intérêts ou que la somme ne sera pas remboursée entièrement. Et donc, au moment où AIG s'effondre parce qu'ils n'ont pas constitué du tout des provisions à hauteur des 93 milliards de dollars qu'il faudrait qu'ils remboursent, les États interviennent pour régler cette somme, mais qui n'est pas pas entièrement une assurance contre un risque, parce que cet instrument qu'on appelle dérivé est un instrument qu'on caractérise pour l'expliquer rapidement en disant que c'est l'assurance sur la bagnole du voisin. C'est-à-dire qu'on peut s'assurer contre un risque auquel on n'est pas exposé. Et s'assurer, bien entendu, sur un risque auquel on n'est pas exposé, c'est par définition la spéculation. Et donc, dans ces 93 milliards qui sont payés par nous tous, eh bien, il y a des paris qui ont été faits entre banquiers, simplement pour essayer de gagner de l'argent entre eux. Mais ce ne sont pas eux qui, à l'arrivée, payent l'addition. Le risque systémique, c'est-à-dire le risque d'effondrement du système dans son entièreté, fait qu'il y a un chantage de fait qui est exercé et que si l'on ne le sauve pas, eh bien c'est la finance tout entière comme système sanguin de l'économie qui disparaît et donc la loi est réglée. Il y a dans votre livre, il y a quand même un dernier chapitre qui s'appelle Avenir.
pour ça que sans doute que vous dites qu'il y a toujours une alternative. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des mesures que vous préconisez, mais ces mesures reviennent quand même par rapport à l'idée que l'on se fait de la propriété privée, à créer un cadre à cette propriété privée, à la restreindre au risque de hauts cris des forces. On voit déjà comment le MEDEF réagit sur n'importe quelle mesure fiscale. Ce que vous proposez est le plus radical. Oui. On va ainsi inviter les personnes qui sont là à lire le livre jusqu'au bout pour découvrir ces... Mais est-ce qu'il y a quand même un avenir, ou est-ce qu'on reste dans le pessimisme que nous avons, que doit provoquer chez chacun les constatations que nous avons faites depuis... Oui, il faut être pessimiste. Moi, je ne l'étais pas en 2008 parce que l'évidence, je dirais, des solutions crevait les yeux de tout le monde. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il y aurait un tel blocage des solutions. Je pourrais donner une liste quasiment infinie de blocages. Des mesures sont prises, mais les fonds ne sont pas votés pour organiser les équipes qui devraient s'en occuper. Aux États-Unis, la CFTC essaie d'interdire d'une certaine manière aux spéculateurs d'être sur les marchés des matières premières, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Le lobby des pose plaintes et c'est bloqué en justice. La SEC, qui est le régulateur des marchés financiers, planche pendant 4 ans pour empêcher justement une crise des money markets, du marché des capitaux à court terme, trouve une solution au bout de 4 années, et le milieu bancaire met son veto, ça ne sera pas appliqué. On essaie de réguler le marché de l'énergie. La compagnie Total, la compagnie Shell et l'Agence internationale de l'énergie sont là. On propose des mesures pourquoi? Parce que par exemple au premier semestre 2008, le prix du baril de pétrole a été multiplié par 3 par la spéculation. Il n'y a pas de doute que ce soit la spéculation. Les spéculateurs ont été convoqués devant une commission sénatoriale. Total et Shell, au nom de l'industrie, refusent ces mesures. Et l'Agence internationale de l'énergie, qui nous représente en principe tous, s'aligne sur la position de Total et de Shell en disant que si ces mesures sont mises en œuvre, les données de l'industrie ne seront pas transmises, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de régulation possible. Alors, oui, est-ce qu'il faut être pessimiste? Oui. C'est quoi? C'est il y a 10 jours, le MEDEF a fait un coup d'État et pris la direction du pays. Oui, les choses sont de plus en plus déséquilibrées. On va passer peut-être, si vous le voulez bien, la parole à la salle. Voilà. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent voilà. Donc la parole circule. Pour qui veut la prendre, élève haut le bras pour qu'on puisse la repérer. Tout ça tellement... Mais alors vous êtes dans un effet de sidération. Non, c'est parce que tout ça est tellement évident. Bon. Mademoiselle. Bonjour. Ma question c'est alors qu'est-ce qu'on fait? On est prêt ou on fait plus rien? On baisse les bras? Ah mais si, il faut demander l'interdiction de la spéculation, retour à la loi de 1885. Le problème, c'est quand vous trouvez devant quelqu'un qui dit « Oui, mais la spéculation a toujours existé, donc comment voulez-vous que... » Ou bien quelqu'un qui vous dit « Oui, mais il faudrait, à ce moment-là, si vous proposez quelque chose, que les 193 nations se mettent d'accord avant de faire quelque chose. » Non, monsieur, non, madame, il y a quelque chose qu'on appelle la valeur de l'exemple. Si un système est bon, les autres vont copier. Et alors, j'utilise parfois l'image de Moïse qui descend de la montagne avec ses tables de la loi, et le lobbyiste qui l'arrête en disant « Oui, mais attention, tous les criminels vont quitter le pays alors qu'ils jouent un rôle très important dans l'économie, vous ne pensez pas ?» Et il faudrait qu'on fasse une conférence internationale, on se met tous, les 193 d'accord pour interdire la peine de mort, sinon les gens intéressants vont quitter le pays, et ainsi de suite. Alors, je veux dire, on peut tourner en ridicule ces positions qui nous sont
présenté comme ça. Non, la spéculation, c'est pas une utopie de l'interdire, ça existait jusqu'en 1885. Ces 5 articles de loi, ils sont très clairs, ça fait une demi-page en tout. Il n'y a pas de problème. Et comment faudrait-il l'appliquer? C'est très simple, nous avons des chambres de compensation, ça s'appelle Clearstream, ça a d'autres noms, etc. On leur dit à ces gens-là, comme on fait quand on veut faire un embargo, par exemple, financier de l'Iran, on leur dit, vous n'aurez plus le droit à partir de demain d'envoyer des messages vers ce pays et de recevoir des messages de ce pays, et c'est terminé, ce pays qu'on appelle, on dirait un paradis fiscal, c'est impossible. Non, on dit à Clearstream, vous ne pourrez plus communiquer avec les îles Caïmans dans un sens ou dans l'autre. Ça prend 5 minutes de leur expliquer ça chez Clearstream, et ça se met en application de manière immédiate. On peut le faire dans la seconde qui suit. Au lieu de ça, on sort Jersey de la liste des paradis fiscaux. Oui, pour une raison que personne n'arrive à déterminer. Enfin, pourquoi parce que si on leur demandait un jour ce qu'ils font, ils sont prêts à nous le dire exactement. Voilà. Mais comme on ne sait pas ce qui se passe chez eux, il faudrait qu'on pose une question à partir d'une connaissance qu'on n'a pas. Donc c'est difficile. Autre question. Enfin, moi, je voudrais juste rebondir. Oui, je voudrais juste rebondir. Vous dites qu'on n'a pas besoin de tous s'entendre, il suffit que quelqu'un montre l'exemple. J'ai quand même du mal à imaginer comment la France demain pourrait décider d'interdire la spéculation et de le faire toute seule. Enfin, déjà, quelle marge de manœuvre et quel pouvoir elle aurait décisionnaire pour faire ça, et comment, enfin, ça me paraît un peu utopique. Mais pourquoi ça laisse plus utopique que d'abroger la loi en 1885? Exactement la même chose dans l'autre sens. Pourquoi est-ce plus compliqué maintenant? Parce qu'on est dans un système beaucoup plus mondialisé. Ah, parce que le pouvoir appartient aux entreprises transnationales. Mais là aussi, on peut couper les communications. Là aussi, on peut dire, voilà, on peut dire à la compagnie Total, tant que vous payez simplement 4% d'impôts, eh bien, les informations relatives à Total ne peuvent plus entrer, ni sortir, ni entrer des banques françaises. Alors, est-ce que ça ne va pas quand même faire réfléchir la compagnie Total? J'ai l'impression que si. Dire qu'on n'a pas de moyens, que le pouvoir est entièrement ailleurs, ce n'est pas vrai. Dans les semaines qui viennent, je vais rencontrer un certain nombre de gens qui sont les gens qui prennent les décisions quant à la manière de rédiger les règles comptables. Bon, moi j'ai la capacité de faire cela, mais ça veut dire que c'est possible. Alors, je dirais, le rendez-vous est pris, le dialogue est là. Quand Jacques Attali dit le court-termisme c'est un état d'esprit, il faut le renverser, je dis non, Jacques Attali, le court-termisme c'est inscrit dans les règles comptables. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller discuter avec ces gens-là et leur dire de retirer le court-termisme des règles comptables. Est-ce que je vais y arriver tout seul? Vous pouvez aller sur mon blog et il y a une petite caricature qui est amusante qui date de la semaine dernière. On voit le gros monstre capitalisme et on voit Jorion qui essaye de se battre avec lui et qui a eu la tête coupée d'ailleurs. La caricature n'est pas très sympathique. Mais non, il y a moyen de il ne faut pas se laisser impressionner par les gens qui vous disent oui, c'est impossible, etc. Demandez-leur pourquoi c'est impossible, pourquoi c'est utopique. Pourquoi c'est utopique de faire une chose de défaire quelque chose qui était fait dans l'autre sens. Non, c'est absolument pas utopique. Et comme je vous le dis, la législation s'est inscrite sur une seule page, et les mesures qu'il faut prendre, ce sont des directives qui tiennent en une seule phrase et qui peuvent être appliquées dans la seconde qui suit. Donc tout ça n'est pas très compliqué. Oui, madame. Oui. Attendez 2 minutes, parce que comme on est enregistré. Joseph Stiglitz montre très bien comment, effectivement, la démocratie entre guillemets américaine est prise en main par ces intérêts-là, avec le système du tourniquet, c'est-à-dire on va faire un tour dans une institution gouvernementale, puis on réintègre l'entreprise ou la banque privée, etc. Donc qui sait? Si c'est le gouvernement, il sera toujours dans les mains de ces gens-là. Et même si en France, il traîne un peu la patte, on voit qu'effectivement, il est obligé de suivre la façon générale de procéder. Donc il n'y a que nous qui pouvons y arriver. Seul atout, c'est qu'on est le nombre. On est le nombre. Si par exemple, on décide de boycotter une entreprise de restauration rapide qui ne paye pas ses impôts,
si on lance avec le coefficient de multiplication ce mouvement ce soir, est-ce qu'on peut avancer comme ça? Ouais, je vous donne une illustration. Je posais la question hier à quelqu'un qui organise des flash mobs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, les gens apprennent à danser ou à chanter quelque chose, et on met sur Facebook, on se réunit tel jour à tel endroit. Bon. Et bien, on peut facilement, la personne me disait, sur un mois, on rassemble 10 000 personnes comme ça, facilement. Bon. Qui apprennent de leur côté, on fait une petite vidéo où on leur montre comment s'entraîner tout seul, et voilà. Alors oui, c'est vrai. Le problème, c'est que, vous l'avez vu, c'est que quand les gens vont manifester à Kiev, ils reçoivent immédiatement sur leur smartphone maintenant un message disant est-ce que c'est une bonne idée que vous ayez manifesté? Pourquoi? Parce que tout ce système qui peut être utilisé pour faire des apéros, etc., il a aussi été utilisé pour nous ficher entièrement et pour savoir exactement ce que nous faisons à tout moment. Si vous utilisez Google Maps, vous le savez, toutes ces données ont été stockées depuis des années déjà à la NSA aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que nous ne crions pas très fort quand on apprend ce que fait la NSA? Parce qu'on apprend qu'il y a des accords quand même entre ce que nous faisons et la NSA, etc. Et tout ça communique très bien ensemble. Alors, il faut, quand vous dites on fait des choses de cet ordre-là, il faut savoir que nous sommes repérés, il y a des caméras partout qui savent exactement qui nous sommes, qui savent évidemment ce que nous disons ce soir, et que tout ça est... que tout ça est bien, comment dire, quadrillé par les gens qui, eux, ont intérêt à ce que ça continue comme avant. Et ça n'empêche pas de le faire. Ça n'empêche pas de le faire, mais enfin, il faut savoir les risques qu'on prend. Si vous avez tout, je vous en prie. Merci. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez du revenu de base pour tous, et notamment par rapport à ce qu'avance Bernard Friot dans son dernier Oui, oui. Ben, j'ai eu l'occasion de parler avec Bernard Friot, je le rencontre quand même assez souvent parce que ce sont à peu près les mêmes gens qui nous invitent. Sur la question du revenu, de l'allocation universelle, etc. Personnellement, moi j'ai une approche différente. Je crois que c'est une manière de traiter la question du travail qui disparaît, parce que nous sommes remplacés de plus en plus par des machines dans les tâches manuelles, nous sommes remplacés par des logiciels dans les tâches intellectuelles. Mais moi j'ai le sentiment que nous utilisons 1,6 planètes chaque année. Il faudrait d'abord que nous mobilisions pour faire tomber ce nombre de 1,6 à 1. C'est-à-dire que nous rendions notre activité à la surface de la planète, nous la rendions durable, sustainable, renouvelable, etc. C'est le premier effort à faire. Et si nous le faisons, et nous le ferons un jour ou l'autre, c'est Jacques Attali qui disait l'autre jour, nous le ferons de toute manière, parce que nous finirons par avoir très peur. Le problème, la décision que nous allons prendre maintenant, c'est si nous voulons le faire dans une transition douce où ce sera un régime démocratique qui nous conduira à le faire, ou s'il nous faudra attendre que ce soit un régime autoritaire qui nous oblige à le faire, parce que bon, il y aura un sursaut un jour ou l'autre. Mais faire tomber cette exploitation de la Terre de 1,6 à 1, ça représente une création d'emplois tout à fait considérable, qui met la question, je dirais, de l'allocation universelle entre parenthèses. Il faut dire aussi, et ça renvoie à la question de la propriété privée évoquée tout à l'heure, que dans le cas récent d'une votation, comme disent les Suisses, un référendum sur cette allocation universelle, des calculs ont été faits. Parce que, effectivement, si on donne une allocation universelle, il y a un certain type d'aide, il y a un certain type d'allocation de chômage qu'on peut déjà compter dans la somme, puisqu'il ne faudra pas les dépenser. Mais quand on fait le calcul, dans l'état actuel de notre type d'économie, on trouve à peu près un tiers de la somme qui serait nécessaire. Si on veut une somme plus importante, il faut s'occuper des autres variables du système, c'est-à-dire des sommes tout à fait considérables distribuées en dividendes aux actionnaires des entreprises, et à cette multiplication des salaires et de la rémunération en général au sommet des entreprises. Le facteur, vous le connaissez, c'est M. Henry Ford, sur la défensive dans les années 1910,
dit oui, je gagne 30 fois plus que mon employé moins payé, mais il y a justification de telle et telle manière. Et d'ailleurs, moi je m'arrange pour les payer, mes employés, pour qu'ils puissent acheter les voitures qui sont produites ici, et que donc l'économie fonctionne de cette manière-là. Il est sur la défensive à partir d'un multiplicateur de 30. Alors, à l'heure actuelle, le multiplicateur, il est de 450, sans dirigeant d'entreprise sur la défensive d'une manière quelconque, et ce n'est le facteur de 450, c'est pas par rapport au salaire le plus bas et par rapport au plus élevé. Le facteur de 450 dans les toutes grandes entreprises transnationales, c'est par rapport au salaire moyen de l'entreprise. Alors le facteur sera encore beaucoup plus grand, bien entendu, si on faisait si on regardait du salaire le plus bas jusqu'aux salaires les plus hauts. Quand on nous parle on nous dit compétitivité, ça coûte trop cher nos marchandises, on prend un des trois facteurs. On ne parle ni des dividendes et des paiements des intérêts, on ne parle pas des salaires extravagants des directeurs d'entreprise, on parle uniquement de la variable salaire qui sont payés. On va faire baisser les coûts en faisant baisser les salaires. Pourquoi est-ce qu'on ne la ferait pas baisser en faisant baisser les dividendes et en faisant baisser les... Ah non, personne n'y a pensé. Personne n'y a pensé. C'est tabou, ou bien ça n'entre pas dans le modèle. Alors que, bon, on nous dit oui, mais si on payait beaucoup moins le gros dirigeant d'une entreprise, ça ne ferait pas de différence. Mais si, il faut faire le calcul, c'est pas seulement lui, je veux dire, c'est à tous les échelons de l'entreprise, et surtout dans les entreprises de type financier, où les salaires sont absolument extravagants. C'est M. Diamond, à la tête de Citigroup, qui vient d'avoir une augmentation de 74% de son salaire. Ce sont les dirigeants de la nouvelle direction de Dexia, dont les salaires ont été augmentés de 30% en une année. Pour faire quoi? Pour gérer une entreprise qui a été une escroquerie. Est-ce qu'il faut vraiment les augmenter pour faire ça? Ce ne sont pas les dirigeants qui sont responsables de l'escroquerie proprement dit. Mais est-ce qu'il y a une justification? C'est comme s'il y avait tellement d'argent qu'on ne sait pas où le mettre. C'est véritablement ça. Alors que le problème ne se pose pas là. Alors quand on fait des calculs sur l'allocation universelle, non, malheureusement dans un système où on décide de ne pas toucher aux dividendes, de ne pas toucher aux salaires extravagants des gens des grandes entreprises, non, on ne peut pas rassembler la somme pour faire une allocation universelle, on ne peut pas la trouver. Il faut remettre en question les autres dimensions si on veut pouvoir le faire. Pour ceux qui voudraient consulter les derniers états de la pensée de Bernard Friot, vous avez un interview de lui, un entretien avec lui dans Basta Mag. Donc vous faites wow, basta et vous trouvez tout de suite. Et c'est tout à fait, il est en train de peaufiner son modèle sur un modèle salarial transférant d'ailleurs la propriété des entreprises à leurs salariés, où on est dans un dispositif qui pour nous, qui sommes nombreux ici à travailler sur les évolutions de l'économie sociale, sur un modèle qui est tout à fait intéressant. Question? Je crois que c'était monsieur. Oui, bonsoir. Si on interdisait la spéculation demain, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe pour l'économie? Où va l'argent? Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Le paradoxe, évidemment, c'est qu'il y aurait tellement d'argent qui se versé dans le système qu'il irait probablement se placer, comme il le fait depuis des générations, dans le foncier et dans l'immobilier. Par conséquent, il deviendrait absolument impossible aux gens normaux, pour qui c'est déjà très difficile, d'acheter un logement. Donc si on interdit la spéculation, il faudrait quand même des mesures, je dirais, d'encadrement de ce qui est le souci de la population normale, c'est-à-dire d'empêcher, de soustraire, de mettre à l'abri de cet argent qui retomberait en quantité extraordinaire dans l'économie. Il faudrait trouver un moyen de le canaliser. Par exemple, d'utiliser cet argent en plus, justement, à créer les emplois qui seront nécessaires pour faire baisser l'exploitation de la terre de 1,6 à 1. Il faudrait pouvoir le canaliser, je dirais, à quelque chose d'utile. Et là, je dirais, le problème ne se poserait pas de savoir combien d'emplois créer. Ce seraient des quantités absolument considérables. Ce qui se passe maintenant, c'est que le travail disparaît parce qu'on l'a voulu,
l'argent de la productivité est confisquée enfin pas confisquée, mais il est distribué entre dividendes et salaires, alors qu'il faudrait trouver un tout autre angle d'approche, mais il faut remettre en question un certain nombre de présupposés. Nous avons cette représentation de la propriété privée qui correspondait à l'époque où notre espèce n'avait pas colonisé l'espace, où on pouvait, comme dans les histoires de Lucky Luke, ouvrir un État américain et dire aux gens prenez autant que vous voulez, etc. Mais nous ne pouvons plus le faire. Nous avons une définition de la propriété privée qui correspond à l'état de notre espèce sur la surface de la Terre du XVIIIe siècle. On ne peut pas, elle n'est plus généralisable aujourd'hui. Il y a un pays comme l'Équateur est arrivé à faire machine arrière dans un contexte où l'eau était devenue entièrement privatisée. Il faut reconstituer des communs et il faut qu'il y ait un cadre qui permette justement que notre planète soit dans une perspective utilisée dans une perspective renouvelable, sans exploitation de ressources qui disparaissent une fois pour toutes. Et il y a des gens qui travaillent sur la suite où ça vaudrait le coup de se mettre à travailler là-dessus. Parce que les solutions, je ne suis pas sûr qu'on les ait, mais il faut les trouver. Quoi. Oui, mais vous voyez, comment dire, nos dirigeants s'entêtent dans la direction qui est la direction dont on sait empiriquement que c'est la mauvaise direction depuis 2008. Mais non seulement ils s'entêtent dans la mauvaise direction, mais ils s'enfoncent dans les solutions qui ont été rejetées, qui n'existent plus. Monsieur Hollande a invoqué la loi de C en disant que l'offre crée la demande. C'est un principe qui a été rejeté, je dirais, quasiment unanimement parmi les économistes au XXe siècle. Pourquoi aller ressusciter des choses, je veux dire, auxquelles plus personne ne croit, sauf comme dogme pour un petit groupe, je dirais, isolé intellectuellement, mais pas isolé parce comme il a le levier de l'argent, il peut trouver les moyens d'imposer ses solutions. On a le temps pour deux autres questions. Il y en a une tout au fond. Vous avancez vers le micro, merci. Et puis, une deuxième, et puis voilà. Bonsoir. Alors, vous proposez de manière assez radicale de supprimer la spéculation. Ne serait-il pas plus viable et donc plus réaliste de proposer d'autres alternatives comme cloisonner les activités de spéculation et d'activités de base de banque, réduire la dépendance des entreprises vis-à-vis des marchés financiers en en développant l'offre politique publique, une politique publique du crédit, et en contrôlant les mouvements de capitaux et en taxant les transactions financières. Merci. Oui, mais vous avez proposé là une liste de demi-mesures. Cantonner la spéculation dans une partie de la finance ne la rend pas inoffensive. Ça protège relativement, je dirais, les dépôts dans les banques. C'était une solution pour 1933, quand Roosevelt l'a mis en œuvre dans le Glass-Steagall Act. La taxe Tobin, à laquelle vous avez fait allusion, de taxer les activités financières, je suis contre également parce qu'elle décourage, mais de manière tout à fait marginale, des activités qui devraient être purement et simplement interdites, et elle pénalise par une imposition des activités qu'il faudrait encourager parce qu'elles sont utiles. Et je crois que vous avez mentionné encore une troisième demi-mesure. Moi j'appelle des propositions de ce type-là des mesures en aval. C'est-à-dire on va sur le terrain essayer de régler des détails au lieu d'essayer de remonter à l'origine, d'aller en amont et de régler les problèmes en amont. La question du travail, il faut la régler en amont. La question de la spéculation, il faut la régler en amont. Des petites mesures ici ou là, ce n'est pas possible. Si vous voulez déterminer, par exemple, une séparation des activités bancaires, ça s'appelle Volcker Rule aux États-Unis. Vous avez vu le sort que ça a subi en France. Les banques systémiques, on a dit, ah oui, il y a vraiment un problème des banques systémiques qui peuvent
contrôler le système, eh bien, appelons-les banques universelles et le problème est réglé. Et la loi consiste essentiellement à dire qu'on va changer le terme et que le problème va disparaître de cette manière-là. Non, vous avez cité dans l'expression corium, le système est trop endommagé pour que des demi-mesures ou des mesures qui s'intéressent à des questions de détail soient suffisantes. Il faut prendre maintenant le taureau par les cornes, il faut prendre des mesures radicales, et comme j'ai assisté là-dessus tout à l'heure, ce ne sont pas des mesures qui sont nécessairement difficiles ni à définir, ni à mettre en œuvre. Dans beaucoup de cas, il s'agit simplement de renverser des décisions qui ont été prises et qui allaient dans la mauvaise direction. Justement, pour reprendre véritablement le pouvoir sur la finance, est-ce qu'il n'est pas nécessaire finalement de renationaliser les banques et d'en faire un véritable service public qui soit en mesure de détruire de la monnaie en fonction des besoins et qui soit vraiment au service de l'économie? Oui, je suis en train d'écrire un livre sur la question d'économie avec un économiste belge qui s'appelle Bruno Coleman, qui est un excellent économiste, qui est un représentant de la pensée libérale classique, mais qui considère que dans la situation, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais il y a quelques années, il aurait défendu la position qui est celle du MEDEF, comme on l'a caractérisé tout à l'heure, mais qui considère maintenant qu'il n'est pas possible, qu'il est irresponsable de continuer à aller dans cette direction. Et lui-même, économiste libéral conséquent, je dirais un peu vedette de la pensée libérale en Belgique, considère que nous allons inéluctablement vers une renationalisation du secteur financier. Et là, il ne s'agit pas de pessimisme de son point de vue, mais simplement de réalisme, qu'il n'y aura pas moyen de faire autrement. Je vais vous poser une dernière question, Paul Jorion. Dans un des paragraphes de votre livre, vous parlez du temps de l'agressivité s'achève, celui de la solidarité commence. Et ça me fait irrésistiblement penser à l'expression de Patrick Vivray, avec lequel nous avions déjà discuté, qui est de vouloir s'assurer de la victoire du coopérateur ludique sur le guerrier puritain. Est-ce que, au-delà de sa dimension économique, est-ce que le modèle coopératif qui s'étend considérablement dans les pays du Sud, en Inde, en Amérique latine notamment, et en Afrique, est-ce que le modèle coopératif, en ce qu'il est égalitaire et démocratique, puisque nous sommes dans une maison d'économie sociale, en ce qu'il est solidaire, démocratique et égalitaire, est-ce qu'il n'est pas une des voies non pas de réformation, mais de transformation sociale offerte pour associer d'ailleurs les citoyens à la démarche globale de transformation? Oui. Ouais, c'est aux environs, si je me souviens, de 1815 que Hegel écrit nous n'avons jamais tiré les leçons de l'histoire et il serait important de commencer à le faire. C'était en 1815, on est déjà, je dirais pas, on est deux siècles plus tard, on ne le fait toujours pas, mais il serait temps de le faire. Et pourquoi je vous dis ça, c'est quand on parle de cette économie qu'on appelle économie positive, économie sociale et solidaire, etc., il faut bien savoir qu'elle a connu son âge d'or dans la première moitié du 19e siècle. Et que il faut bien le dire, que les tentatives que nous faisons maintenant ne sont pas à l'échelle de ce qui a été fait au début du 19e siècle, que c'était d'une certaine manière les populations tout entières qui se convertissaient à ce type d'approche. Et il faut savoir pourquoi ça a échoué. Quand il y a eu une tentative, je dirais, d'en faire le système dominant, qu'il y ait une accession véritablement au pouvoir de cette révolution sociale, comme on l'appelait, elle a échoué en 1848. Et des autocritiques ont été faites. C'est Proudhon qui parle d'un enfant mort-né, d'un enfant né avant terme, etc., disant nous n'étions pas véritablement prêts. Alors pourquoi dit-il nous n'étions pas prêts? D'abord, parce que comme on l'a vu durant la révolution de 1848, il y avait des forces opposées, les forces de l'argent étaient opposées à cette révolution sociale. Ils étaient contre de manière violente et j'oublie le nom de ce ministre français qui avait recruté une sorte d'armée de l'open prolétariat pour écraser la révolution populaire. Donc d'une part, opposition
de gens qui sont contre et qui n'aiment pas ça, c'est pas leur truc, c'est pas leur tasse de thé, et ils sont puissants. Alors, deuxième dimension qui a fait échouer la révolution sociale coopérative du début du XIXe siècle, le fait que les entreprises de ce type-là qui ont réussi ont été absorbées par le capitalisme ambiant. Je parlais de ces choses-là à la demande de M. Hamon, c'était exactement il y a un an, dans un colloque qu'il avait réuni, et la vedette du colloque, je ne sais pas si vous étiez là, c'était un professeur américain qu'on a fait venir. Je vais raconter une petite anecdote. On m'a demandé combien voulez-vous être payé. J'ai dit autant que les autres. Voilà, c'est la réponse que je donne en général. Et on me dit c'est impossible parce qu'on a déjà offert $6 000 du budget à cette professeure américaine. Bon. Et ce professeur américain est donc venu, elle s'est adressée à nous avec enthousiasme en disant vous êtes des gens qui sont en faveur de l'économie sociale et solidaire, eh bien ne désespérez pas, je vais vous donner une liste d'entreprises qui étaient des coopératives et qui sont maintenant cotées à la bourse et on peut réussir. Voilà. Alors, ça se payé pour ça. Elle était payée pour ça, mais grassement, si bien que les autres n'ont pas pu être payés, enfin, on a été payés correctement. Mais, donc, deuxième chose, le système autour est là, quand ça marche, on peut le dévoyer, c'est-à-dire l'absorber. Et puis finalement, il faut bien le dire aussi, les erreurs dues à un certain irénisme, un certain idéalisme, la mise entre parenthèses des certains aspects de la nature humaine qui font que si l'on simplifie trop en disant demain, il n'y a plus que la solidarité et l'agressivité mise entre parenthèses, elle n'existe plus, on tombe dans un système qui consiste à dire puisque la vertu ne se trouve pas partout, ben on est obligé d'instaurer la terreur quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent... Bon, donc ça, c'est pas une bonne idée. Ou bien les choses s'effondrent. Et il y a ce très beau passage que j'avais cité à cette époque-là. C'est un monsieur, dont j'oublie le nom, mais qui est devenu un des grands théoriciens de l'anarchisme américain, et qui avait fait partie de cette nouvelle Icarie, j'ai repris le terme l'autre jour, pour une colonisation de Mars. Les Cabets, Enfantins, les Saint-Simoniens avaient créé des colonies apparentées un peu à ce qu'on appelle aussi le phalanstère en Amérique. Et donc ce jeune, ce qui allait devenir un penseur du mouvement anarchiste américain, a fait partie de cela, et il analyse l'idéalisme excessif de certaines de ces tentatives, en disant les premiers qui viennent, eh bien ceux-là, ils iront jusqu'au bout. Ceux qui viennent après pour se joindre, ils sont un petit peu moins convaincus. Et les derniers qui viennent, ceux-là, ils n'y croient pas vraiment, et c'est eux qui vont faire tomber le système. Quand ça grossit au-delà de la taille que ça peut avoir, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Nous continuerons quand même. Merci Paul Jorion. William, tu as la parole. Oui, merci Paul Jorion et merci Jean-Philippe, qu'on peut applaudir. Merci à tous d'être venus. On remercie évidemment nos partenaires, la Belle Vivace tout particulièrement pour cet accueil. Simplement vous indiquer qu'il ne faudra pas trop tarder à libérer la salle puisqu'ils en auront besoin. Et évidemment remercier les rues de l'Échiquier et Hop le Mag. Et vous rappeler que l'ouvrage de Monsieur Jorion est disponible au stand de la rue de l'Échiquier, entre autres ouvrages. Les conférences reviennent dans 2 semaines. On va parler d'exclusion bancaire. Vous pourrez trouver toutes les informations sur hub-conférence.fr. Merci, bonne soirée.